Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Histoire et Révélation. J'ai le plaisir de ce soir de recevoir Franck Muller. Donc, qui est Franck Muller? Franck Muller, donc, il est âgé de 65 ans, père de 2 enfants. Franck Muller est artisan, établi dans la métropole de Lyon. Il se définit lui-même comme un citoyen engagé par professionnel de la politique. Il commente les actualités sur sa chaîne YouTube depuis 2018. Alors, ce que dit Franck Muller, ce qu'on oublie de vous dire sur l'actualité, bien entendu, les médias féondés au pouvoir vous présentent les bienfaits de la mondialisation et le noircissement, le populisme, l'identité et le patriotisme, tout ce qui représente la souveraineté d'une nation et d'un État est proscrit sur vos chaînes de télévision et dans la presse subventionnée. J'essaie modestement de vous donner tous les éléments pouvant vous aider à découvrir la vérité volontairement oubliée par les complices du mondialisme. Bonsoir à toi, Franck. Comment vas-tu? Bonsoir. Je vais bien. Ravi de vous retrouver. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, on va parler de l'actualité nationale et un petit peu internationale. Donc, à toi l'honneur. Vas-y. Puis moi, je suis le mouvement. Je t'en prie. Eh bien, dans un premier temps, on pourrait parler de l'Assemblée nationale. Alors, nous avons eu, il y a peu de temps, un député de la France insoumise, NUPES, qui s'inquiétait de l'arrivée d'un navire de migrants. Enfin, on peut quand même se rappeler que le droit de la mer, c'est de récupérer des personnes naufragées d'un bâtiment qui a coulé et de les ramener dans des ports les plus proches. Pas de faire 3000 km en sillonnant toute la Méditerranée pendant quelques semaines, je crois. Voilà, il semblerait que le plus proche de la prise en charge de ces personnes qui n'étaient pas naufragées, qui étaient sur une embarcation, un coup de téléphone pour faire venir l'ONG. Le port le plus proche, c'est un port tunisien qui est équipé, qui a une antenne de secours, enfin vraiment qui est équipé à la française, extrêmement moderne. J'ai plus le nom en tête de ce port, mais voilà. Mais simplement, cette histoire de secours en mer, c'est simplement un moyen d'immigration supplémentaire de personnes qui, généralement masculines, on voit en fin de compte entre les réfugiés. Nous avons accueilli des réfugiés ukrainiens, c'était surtout des femmes et des enfants. Et là, en fin de compte, ce sont à 90-95% des jeunes éléments mâles en recherche d'un avenir meilleur sur le continent européen. Et on leur a fait croire aussi qu'il y avait qu'à se baisser pour ramasser de l'argent. On a connu ça avec d'autres personnes. Moi qui ai énormément discuté avec des personnes issues de l'immigration, notamment de l'immigration européenne. Et j'ai bien connu, ne serait-ce même que l'immigration portugaise. Vous savez, quand vous êtes dans des petits villages, dans des espèces de bleds, même au Portugal, hein, j'ai connu des maisons relativement petites, basses, et que vous voyez le migrant qui est parti en Allemagne ou en France revenir tous les ans avec une belle voiture. Ceux qui étaient en Allemagne revenaient avec une Mercedes, il n'y avait pas de problème. Donc, ils travaillaient dur là-bas. Et les gens s'imaginent qu'il n'y a qu'à se baisser pour ramasser, alors que ces personnes, parfois se gardent bien de le dire, mais cumulent 2 ou 3 emplois, font du gardiennage d'immeubles, vont faire du ménage le soir, après 18 heures, dans les usines, dans les bureaux, ou les bureaux des professions libérales ou dans les usines, des choses comme ça. Donc, ils arrivent à économiser en économisant sur le logement parce qu'ils sont logés en étant concierges d'un immeuble, etc. J'ai connu ça. Et
Et quand moi, je les croisais, ces gens qui revenaient donc de France ou d'Allemagne, et que je les croisais donc au Portugal, par exemple, où j'y suis allé quelques fois, voilà, donc ça donne envie à ceux qui ne sont pas encore partis d'y aller, en s'imaginant que l'argent est facile. Et alors, bien entendu, sur le continent maghrébin ou maghrébin africain, Afrique noire, Maghreb et d'autres, effectivement, c'est un miroir aux alouettes et on pense qu'on va y aller et puis c'est bon, quoi. C'est bon. Et c'est dommage parce qu'en fin de compte, il y a une force de travail de ces gens aussi. S'il y avait des structures ou des régimes qui puissent donner du travail à ces gens, c'est aussi dommage que cette force de travail parte sur l'Europe, alors que, en fin de compte, pour faire quoi? Pour vivre sous des ponts. J'ai encore vu des images. Quand vous voyez certains quartiers à Paris, il n'y a que des gens sous drogue, etc. Et voilà. Alors moi, je connais très bien le problème aussi. Je suis issu du quartier de la Guillotière. J'y habitais pendant 25 ans, de ma naissance jusqu'en 1982. Alors c'était multiculturel, mais multiculturel à l'ancienne, bien entendu. Quand j'y retourne, il y a intérêt d'avoir les yeux dans le dos et journellement, moi j'ai des contacts sur place là-bas, journellement, les gens se font agresser, beaucoup les téléphones portables, les ordinateurs, de l'argent liquide. La police arrive parfois à les bloquer, mais il n'y a pas de procès-verbal, c'est-à-dire qu'ils chopent la personne, le délinquant. Si une femme, par exemple, court après son voleur, ils vont le fouiller, remettre l'argent. Ça, on m'a encore raconté des choses de la semaine dernière. Une dame qui s'était fait voler, je crois, 300 euros. On lui a rendu ses 300 euros. Le gars n'a vaguement vérifié ses papiers et puis il s'en est allé. Je veux dire, du coup, ça ne rentre pas dans les statistiques de violence, d'agression, puisqu'il repart. On a restitué le produit, l'ordinateur ou l'argent, et voilà. Donc, on nous masque la montée de la violence, de l'insécurité, parce que ça les enquiquine. Alors, il y a certaines fois, on arrive à faire une main courante, des choses comme ça, mais on se moque royalement de nous, parce que, voilà, c'est... Alors, on en est à l'international, oui. Alors, ces députés, oui, je reviens. Bon, j'ai dérivé un petit peu je suis très bavard, sur l'actualité française. Tu sais, moi, il y a un truc qui me, par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à ça, au niveau de l'immigration, c'est que moi, je pense aussi, il y a le fait aussi que les gouvernements des pays les laissent faire, parce que moi aussi, je viens d'un pays de l'immigration, et c'est vrai que quand je retourne au pays où d'autres, parce que moi je suis européen, je viens de l'Europe de l'Est, donc, et quand tu vois plein de personnes qui retournent chaque été dans leur pays d'origine, et quand tu les vois que c'est vrai que ça les tente, parce que quand tu vois on arrive, on a, comme ils disent, de l'argent facile, on a des belles voitures et autres. Et moi j'ai eu le cas, là, c'était au mois d'octobre. Ouais, quand je suis parti chez moi, parce que je devais partir chez moi, j'ai pris le bus pour y aller, donc j'ai mis 24 heures pour prendre le bus, et j'ai discuté avec un jeune qui était venu en France, il a fait 3 mois, puis il est reparti, parce que les Européens qui ne font pas partie de l'Union européenne, ils peuvent venir dans l'espace Schengen, mais rester 3 mois et repartir. Et donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, et c'était la première fois qu'il venait donc à l'étranger, donc il est venu en France, et je lui ai demandé, bah alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en penses? Par rapport à ce que lui, il avait entendu, parce qu'on les formate, Oui. je pense qu'on les formate, et il m'a dit, eh ben c'est mort, hein, je reviendrai plus, hein. Je dis, ah bon, comment ça? Bah parce qu'il ne s'attendait pas du tout que la vie en France, eux, ils pensent qu'elle est encore plus dure ici que chez eux là-bas. Tu vois? Parce que quand tu viens d'un pays étranger, eux, ils voient, parce que dans le pays, si tu veux, en France, c'est chacun chez soi et tout le monde va bien. Alors que dans les autres pays,
la culture est différente. C'est-à-dire que tu as du monde qui vient, tu as tout le temps du monde qui vient, tu as les voisins, tu n'as même pas besoin d'appeler, les gens ils viennent. Et je pense que déjà à la base, c'est ça. Les gens, quand il a vu, il a été déçu, il a dit, mais je ne reviendrai plus en France. Et puis il a vu que comment la vie elle est chère. Et puis en fin de compte, ben, pour aller bosser, il faut que tu détrousses tes mains pour aller bosser, quoi. Parce que tu vas pas dans un arbre piocher, prendre des billets, tomber des arbres, quoi. Mais bon, ça, c'est pas à la portée de tout le monde, tu vois. Moi, je te parle des pays de l'Europe, donc il y a une autre culture, une culture européenne comme on a. Après, ouais, en Afrique, bon, en Afrique, moi j'ai vu l'Égypte. L'Égypte, c'est des pays pauvres, quoi. Oui, alors c'est extrêmement triste parce que moi, je me souviens d'un reportage. On voyait, je crois, au Maroc, on construisait un espèce de club med. Et puis, alors, de l'autre côté du mur, il y avait un village. Tu voyais quelques adolescents avec un short et des tongs, et encore, je ne sais même pas si ça avait des tongs. Et je crois qu'il y avait peut-être un seul robinet d'eau courante pour tout le village. Et là, quand tu te dis, mais mon Dieu, à 1 kilomètre, 500 mètres, derrière le grand mur, on va avoir plein de gens assez friqués qui vont venir se dorer la pilule au soleil, et de l'autre côté, qui vont craquer, je ne sais pas, 1 500 € par semaine. Et là, tu vois que les gens derrière, ils sont peut-être à 20 € par mois, et voilà, et ça fait un choc. Malheureusement, on n'y peut rien non plus, hein, mais c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Alors, je voulais revenir parce que j'ai parlé du député, on a dérivé sur le. On a Oui. dérivé sur. J'ai l'impression que on est quand même si, bien sûr, comme dans tous les pays, il y a du racisme, mais moi qui ai fréquenté pendant des dizaines d'années par mon activité professionnelle, je me retrouvais tous les matins avec des Algériens, des Marocains, des Kurdes, des Turcs, etc., etc. Je veux dire, entre eux, ils ne se faisaient pas de cadeaux, hein. Vous n'allez pas dire à un Algérien que vous le prenez pour un Marocain, et un Marocain ne voudra pas être pris pour un Algérien, et tous les deux diront du mal d'un Tunisien. Voilà, après, c'est tout. Donc, voilà, il y a des différents de territoires au Maghreb. Certains sont contents de la République algérienne, donc d'autres sont marocains. Pour eux, il y a le roi, et le roi, il a droit à tout, et eux, ils ont des miettes. Bon, c'est un état d'esprit. Mais d'ailleurs, eux me mettaient en boîte parce que quand elles sont arrivées un petit peu ce qu'on appelait, les Roms, les Roumains, alors que c'était connu pour rentrer, toucher un petit peu des sous avec Sarkozy, puis repartir dans leur pays, puis revenir avec des faux papiers, ils me taquinaient en disant « Ah, tu vois, ceux-là, et c'est des bons chrétiens, c'est des Roumains, mais ils vous arnaquent comme certains d'Afrique. » Et voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en France, on a quand même des gens qui sont issus de l'immigration, qui, certains se sont engagés dans un parcours scolaire, universitaire, ne serait-ce que, par exemple, Rachida Dati, et il y en a beaucoup d'autres qui ont eu des postes élevés, qui sont devenus ministres et tout. Et puis certains se sont retrouvés sur des listes, donc comme ce fameux député qui défendait l'océan Viking. Et puis, voilà, à un moment, vous dites, il y a des gens quand même qui ont la double nationalité, qui sont élus par des électeurs français, enfin français de papier, pour certaines banlieues, malheureusement. Et donc, je fais allusion à Rachel Keke, députée France Insoumise, ancienne femme de ménage, il me semble, qui, au lieu d'être contente de se dire, franchement, quelle évolution, je gagne 10 fois plus ou 20 fois plus de ce que je gagnais, je suis députée, mais c'est fantastique, j'ai une écharpe tricolore. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle se permet d'aller s'opposer à l'expulsion d'un Ivoirien. Pour une fois qu'on en expulse un multirécidiviste qui a un casier judiciaire condamné à de multiples reprises depuis de 2003 à 2021, qui est arrivé en France à l'âge de 4 ans. Et voilà. Donc, à un moment, vous dites, mais attendez, ces gens-là, on leur met
on les met sur un piédestal, on les aide parce qu'il faut vivre ensemble. Donc, du coup, c'est bien, on fait une liste électorale, mais c'est bien si on a, on va dire, un arabe, un noir, bon, bref, une femme, etc., etc. On fait des quotas pour faire bien. Donc, on leur donne l'occasion de se mettre en avant, d'avoir une position sociale très, très importante. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, ça fait même pas 3 mois qu'ils sont en place, foutre le bordel à l'Assemblée nationale, dévaloriser cette institution en dansant, en s'habillant, en faisant la foire, comme on a pu le voir quand ils sont arrivés. Et là, eh ben, elle se balade avec son écharpe et va défendre une personne qui est largement connue comme délinquant. Donc, attendez, moi, un député doit s'occuper de l'avenir des Français, de voter des lois, et non pas de défendre des délinquants et ne pas s'opposer à la décision de la justice française. Déjà, elle en prend si peu des décisions. On l'a vu avec les 240 personnes de l'Océan Viking qui sont tous repartis dans la nature, alors qu'on nous avait dit, vous inquiétez pas, on va pas bouger, vous allez voir. Certains, on va les expulser. Oui, 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 on en a expulsé 2. Donc, 1% d'expulsion pour l'Océan Viking. Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis sidéré que personne ne râle concernant le comportement de ces personnes à qui on a tendu la main, à qui on a donné une position sociale et qui viennent cracher dans la soupe, à ces gens qui mordent la main qui les nourrit en crachant sur la France et en s'opposant aux décisions admettons, du ministère de la Justice ou du ministère de l'Intérieur. Et ça m'écoeure profondément parce que si moi, je m'installais au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, et si je me présentais sur une liste électorale, ça m'étonnerait qu'on autorise un blanc à siéger à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ou du Cameroun. Nous, on le fait, mais c'est nous les racistes. Voilà. Alors, à un moment, moi, je veux bien prendre beaucoup de choses à ma charge, mais écoutez, regardez les situations et vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de personnes issues de l'immigration qui arrivent à des postes dans l'administration, etc., etc. Je ne suis pas persuadé que dans d'autres pays, on déroule le tapis rouge pour ces gens-là. Et puis, beaucoup de gens ont droit à des formations. Ils les font, mais ils les font en dilettante, ce qui fait qu'ils n'arrivent à rien. Dans ma vie professionnelle, j'ai rencontré plein de gens qui, tous les 6 mois, faisaient un stage payé par la NPE, par Pôle emploi. Cool. Alors, ils venaient un jour, ils ne venaient pas 2 jours. Enfin, bon, bref. Mais ils s'en foutaient, ils étaient payés. Et puis après, bien sûr, ils ne trouvaient pas de travail. Alors, on enchaînait un nouveau stage, et ainsi de suite, mais aucun investissement de travail en se disant, on me paye pour apprendre déjà, c'est quand même fantastique, être payé pour apprendre un métier, et au lieu de s'investir dans ce travail, eh ben non, je fais ça en dilettante, et puis je m'occupe de toucher l'argent, et puis après, je suis pris en charge, de toute façon, j'ai des aides, j'ai des allocations, et puis ma foi, je repartirai sur un autre stage, j'irai me plaindre, et puis il y a tellement d'associations pour me prendre en charge, voilà. Donc, mais de toute façon, il y a de moins en moins de personnes qui cherchent à s'investir dans le travail aussi. Alors bon, c'est pas simplement les personnes originaires d'une certaine immigration, hein, mais on a un certain laxiste où il n'y a plus d'efforts à faire, tout doit être dû. Et donc, ça s'entraîne notre civilisation. C'est un petit peu dommage. Et il y a des pays un petit peu plus libéraux au niveau économie. Moi, j'ai discuté avec des gens d'origine polonaise qui retournaient en Pologne. Ben là aussi, il y a des gens qui ont parfois 2 emplois. Et je peux vous dire que c'est plutôt 45 heures par semaine que 35, hein, et que les gens, ils restent accrochés à leur boulot, et ils vont pas se prendre des week-ends à rallonge et poser des 8 jours de congé maladie pour un pet de travers, pardonnez-moi l'expression. Voilà. Ouais, mais c'est pas la même. C'est vrai qu'on est surprotégé en France, et du coup, on en a pris tellement l'habitude et que ça devient évident. Si tu veux, c'est que par rapport à ce que tu viens de dire, c'est surtout aussi que, parce qu'on parle des pays de l'Est, les pays de l'Est, ils ont encore une autre mentalité, tu vois. Oui. Et aussi du fait, ce que tu dis, c'est super intéressant.
Mais surtout, c'est qu'il ne faut pas oublier que les députés que tu dis, ce qu'ils font en bas, il ne faut pas oublier que leur patron qui est au-dessus, il fait exactement la même chose. Donc, c'est ce que je pense. Hein. Après, je n'ai pas la... Ils voient que ça dérive déjà en haut, tout en haut. Et donc, eux, ils font exactement la même chose. Ils disent, attends, lui, il fait la même chose, pourquoi moi, je ne le ferai pas? Et puis, tu as aussi le ras-le-bol, le ras-le-bol des Français. Ils n'ont plus confiance, mais vraiment plus confiance en aucune, que ce soit le maire, les députés, les sénateurs, à tout ce que tu veux. On l'a bien vu encore là, avec les 49.3, 5 fois. Il y a plein de choses qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, déjà, ils ont du mal parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils savent pas comment ils vont manger à la fin du mois, comment ils vont se chauffer. Il y a plein de choses. Et donc, il y a le fait que les gens, ils en ont ras-le-bol. Tu vois? Oui, mais ça, de toute façon, enfin, moi, j'ai toujours été un petit peu, comment dire, souverainiste au niveau des frontières, mais en même temps souverainiste dans la protection industrielle. Et je voyais tous les ans de plus en plus de fermetures d'usines, de fabrication. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que s'il n'y a que des chômeurs, pour faire tourner le commerce, c'est quand même un peu délicat. Et pour moi, une usine, un établissement de production, il a besoin de tous, c'est-à-dire qu'il a besoin de cadres. Généralement, jusqu'à présent, c'est plutôt des gens européens, on va dire blancs pour généraliser. Ils sont cadres, ils ont fait des études supérieures, etc. Il y a des ouvriers, il y a des intermédiaires, des contremaîtres, des choses comme ça. Mais ce que j'expliquais quand je discutais dans les usines avec des gens un petit peu de la catégorie la plus basse dans une usine, il y a du travail pour tout le monde, c'est-à-dire que moi, je voyais le matin de bonne heure ou en fin de journée des femmes issues de l'immigration qui venaient faire le ménage, passer l'aspirateur dans les bureaux, vider les poubelles. Ces dames, souvent des mamas, hein, on est d'accord, pendant que leur fils feignant à la maison fait l'andouille ou joue aux jeux vidéo, n'aide même pas sa mère pour faire les courses, parce qu'il ne va pas porter les cabas de sa vieille maman. Mais ces femmes, elles prennent les transports en commun, elles viennent faire 2 heures, 3 heures de ménage dans différents établissements. Et c'est du boulot à tout le monde. Le cariste, l'homme d'entretien est souvent aussi issu de l'immigration parce qu'il n'a pas le bagage non plus pour monter plus haut. C'est pas une ségrégation, c'est que bon, malheureusement, il n'a pas parfois la maîtrise de l'outil informatique, etc. Il est limité. Il y a des Français qui sont limités et il y a des personnes d'origine étrangère qui sont limitées. C'est sûr que quand on n'a pas le français comme langue maternelle, c'est d'autant plus délicat et d'autant plus méritant pour les personnes qui ont pu réussir à gravir, comme on le disait, des personnes comme Rachida Dati ou beaucoup d'autres, certainement même plus intéressantes que Rachida Dati, qui ont pu gravir. Et ce que je veux dire, c'est qu'une usine, elle va générer des tas de petits emplois autour qui gravitent, le sous-traitant, le livreur, la personne qui vient remplir la machine à café. S'il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de machine à café, il n'y a plus de ménage à faire, il n'y a plus de poubelle à vider. Qu'est-ce qu'on fait? On reste chez soi? Voilà, mais bon, on a supprimé des usines, c'était la mode et voilà. Et puis on a préféré payer des gens à rien foutre en France pour pouvoir fermer des usines et importer d'Asie ou d'ailleurs des produits. Mais si on fait le calcul du prix de revient du produit, certes le produit il va nous revenir 3 ou 4 fois moins cher, mais d'un autre côté, il faut entretenir des gens à rester à la maison et leur verser des prestations. Est-ce qu'on est vraiment gagnant? Plutôt que d'avoir des produits manufacturés en France, vendus plus cher, mais achetés par des gens qui vont travailler, qui ont du pouvoir d'achat, qui vont se déplacer tous les jours pour aller travailler, donc qui vont consommer de l'essence, dont l'État va récupérer 60-70% en taxes, qui vont consommer, qui vont user des chaussures,
qui vont prendre les transports en commun, qui vont se restaurer au petit restaurant du coin, qui vont dépenser l'argent qu'ils auront payé et ça va rentrer dans le circuit monétaire du pays. Par contre, c'est sûr que si tu es au chômage, que tu restes chez toi, tu attends que ton RSA ou ton RMI tombe, bah, tu ne vas pas trop faire tourner l'économie, hein. Peut-être l'économie parallèle, mais pas l'économie légale. Et bah, du coup, les magasins vendent de moins en moins, il y a de moins en moins de vendeuses, on favorise les grosses sociétés internationales de vente par Internet, et puis le petit commerce qui, à l'époque, prenait une vendeuse stagiaire, une apprentie. Tout le monde a connu des magasins un peu traditionnels. On s'aperçoit que maintenant, c'est toutes des anciennes nationales. Et même les enseignes nationales, comme des gens comme Camailleux, par exemple, dans le textile, eh ben, ils ont bouclé et c'est fermé. Et combien de centaines de vendeurs et vendeuses se retrouvent sur le tapis, et plus les personnes qui travaillaient au stockage, au dépôt, à l'usine, etc., etc. Mais ça, tu sais, c'est que c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je l'ai vécu, ça. Moi, je dirais que ça fait depuis au moins 30 ans, si c'est pas plus, qu'on a formaté les gens justement pour leur dire, bah, tu sais, pour dire que il faut aller acheter moins cher, il faut aller acheter moins cher. Donc, ils expatrient des usines à l'étranger pour payer encore moins cher. Mais ça, on l'a pris et je pense que déjà au sommet, c'est eux au sommet de la hiérarchie, c'est-à-dire le gouvernement qui nous gouverne, c'est déjà eux, c'est prévu depuis. Et donc, nous en bas, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, avec les peu de moyens qu'on a, on l'a vu, avec les peu moyens qu'on a, ben, on essaye de faire au mieux. Ben, c'est-à-dire ce qu'ils ont trouvé, c'est essayer de faire des grèves, essayer de gagner, entre guillemets, d'essayer de minimiser les casses. Mais c'est vrai que si tu n'as pas de soutien de là-haut, et c'est eux qui, c'est voulu tout ça, hein, et depuis très longtemps, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Tout ça pour faire quoi? Pour faire des profits pour les multinationales. Parce qu'en fin de compte, c'est toujours la même chose, c'est les multinationales qui rachètent les petits et qui bouffent. Et qui les ferment parfois pour simplement supprimer un concurrent et continuer à faire de l'import. C'est ça. Et voilà. Et parfois, tu te dis, mais attendez, quand on voit les coefficients, je ne sais pas, moi, dans certaines chaînes de vêtements, tu as des, je sais pas, mettons des polos, des espèces de t-shirts vendus 30 €. Et si tu regardes le prix d'achat en Chine, on doit être aux alentours de 2 €, 2,50 €. Donc, le petit consommateur, il paye quand même cher pour un produit qui est importé et qui n'est pas d'une qualité fantastique. C'est ça. Alors que peut-être qu'un produit identique fabriqué en France reviendrait à 30 €, mais du coup, on payerait des charges en France, ça ferait des salaires payés en France, des cotisations sociales pour les caisses de retraite, etc., etc. Mais bon, à un moment, c'était la mode, il fallait délocaliser. C'est ça. Enfin, mais bon. si tu veux, le souci qu'on a chez nous, et ça, je ne suis pas le seul parce que j'ai discuté avec pas mal de personnes, il dit, tu prends un entrepreneur, tu prends une personne qui veut créer une micro-petite entreprise ou ce que tu veux, ou ce qui est à la mode là, actuellement, c'est quoi que les jeunes ils veulent ouvrir comme entreprise? On appelle ça comment déjà? Auto-entrepreneur. Voilà, même les auto-entrepreneurs. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on fait, quand ils veulent aller se présenter pour faire des papiers, pour faire une demande et tout, on fait tout pour les en dissuader de le faire. Pourquoi? On fait tout, on leur met des bâtons dans les roues, alors que c'est là, parce que chaque personne en France, je suis persuadé, hein, chaque personne en France a la capacité et a quelque chose à proposer ou à vendre, tu vois. Et justement, bah, le problème, il est là, c'est qu'on leur met des bâtons dans les roues, on leur donne pas la chance. Oui, mais attention aussi, ce type d'emploi, on se crée son propre emploi. Mais attention, parce que il n'y a pas de couverture sociale. C'est-à-dire que, comment dire,
T'es malade, t'es malade. Il n'y a rien qui rentre. Tu factures rien. Tu pars pas en vacances parce que du coup, tu es tellement juste que tu n'as pas droit à des congés payés. C'est des missions précaires. Tu peux facturer ton travail 2 jours, 3 jours, 4 jours et ensuite, eh ben, tu n'as rien à te mettre sous la dent. Même en tant que moi qui avais une SARL, qui était gérant d'une société, j'étais tout seul, j'étais chef de moi-même, mais bon, c'était une SARL, donc tu cotisais ce qu'on appelle au RSI, Régime social des indépendants, et si tu étais malade, tu avais droit, je crois, à 12 € par jour. C'est-à-dire que si tu avais vraiment une maladie tenace ou une opération même, qui t'immobilise au moins pendant un mois, on te filait royalement 500 €. Mais avec 500 €, tu ne payes même pas ton loyer. Ouais, oui, c'est pour ça. Même si tu te sortais 2000 € admettons que bon, tu as une affaire qui tombe bien, ou tu es un bon artisan, tu es plombier, ou n'importe, tu arrives quand même à dégager un bon salaire, le système était fait que en cas d'arrêt maladie, tu touchais vraiment pas grand-chose, quoi. Alors après, il fallait avoir recours encore à des assurances, financer des assurances complémentaires qui elles-mêmes, oui, peut-être pouvaient doubler ou te filer de 50 balles par jour, quoi, mais ça n'allait pas non plus. Alors quand tu es salarié, quand même, si tu es en arrêt maladie payé par la Sécu, et puis souvent avec des avantages de groupe quand tu es dans des grosses sociétés, tu arrives à limiter quand même les dégâts, hein. Mais là, je me disais, vous êtes bien gentil, ça ne paye même pas le loyer et on ne mange pas, parce qu'on est malade, on ne mange pas pendant 30 jours. Donc, tu vois. Ouais, donc, auto-entrepreneur, c'est encore pire, quoi. C'est encore pire. Voilà. C'est qu'il y a pas beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de soucis en France, et ça en fait partie parce que il y a des problèmes, c'est pas que là, partout. Tu vois, on donne pas la chance. Regarde l'éducation pour les jeunes. C'est pareil, c'est du formatage, tout ça. C'est que du formatage. On dissuade les gens pour s'ils veulent qu'il y a des. Tu vois, ce qui est dommage, c'est que il y a quelqu'un qui a une idée. Je sais pas, tu vas rencontrer des personnes qui sont quand même, on va dire entre guillemets, un peu plus intelligentes que la personne. Tu exposes ton projet que tu veux faire. Au lieu de jeter les bâtons dans les roues, tu arrives, tu sois bienveillant, tu l'encourages, s'il faut qu'il remédie, qu'il refasse ses trucs, mais pas dès que les gens ils arrivent, tu leur plombes la tronche en leur disant bah non, c'est pas bien ce que tu fais, toi tu vas aller là, tu dois aller là. Et la base, elle est déjà là, on formate déjà à la base, tout doucement, on formate les gens et on arrive à ce qu'on arrive aujourd'hui. Tu vois? Oui, mais oui, tout à fait, là, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que dans toutes ces nouvelles générations, on a complètement perdu le goût de l'effort et le goût d'apprendre. C'est ça. Ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est que apprendre le français, apprendre la grammaire, apprendre le calcul, ça t'est utile tous les jours. Tu vends sur un marché, quand je vois, moi, que des caissières, pour rendre la monnaie, pour rendre 2,50 €, elles sont obligées de taper un rendu de monnaie sur sa caisse enregistreuse parce qu'elles ne savent pas de tête que si tu lui donnes un billet de 10 € et que elle te doit 32,50 €, elle est obligée de le taper, elle ne sait même pas le calculer de tête. Mais franchement, c'est incroyable, quoi. Ils ont fait quoi à l'école? C'est ça. C'est des trucs. Et comme je dis parfois en blaguant, je dis même pour vendre des chichons dans les cités, je veux dire, si tu vends 10 chichons à 8 €, 10 fois 8, 80, tu ne vas pas prendre ta calculatrice. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis, le calcul, ça sert tout le temps. Il y a des choses de la vie courante, des notions de langue étrangère. Tu pars en voyage, tu es bien content de savoir te t'épatouiller un petit peu. Tu vas sur Internet, tu t'intéresses à l'informatique. Oui, il y a des choses, c'est en anglais, etc. Ça vaut le coup de savoir se débrouiller plutôt que d'être là, rien comprendre à ce qu'on te dit. Tu vas demander des aides justement Pôle emploi, aux allocations familiales et tout.
que tu saches au moins remplir un formulaire. Non, 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 non. C'est-à-dire que ce qui m'exaspère, moi, dans la situation actuelle, c'est qu'il y a des gens, alors notamment aussi des gens qui, malheureusement, je reviens un petit peu sur le même truc, mais ce n'est pas une obsession, mais quand même, franchement, il faut le faire, des gens qui n'ont rien dans leur pays. Tu arrives, tu as l'hôpital gratuit, l'aide médicale d'État, tu vas inscrire tes enfants à l'école, c'est pratiquement gratuit. Il y a des bourses. Tout juste si on ne paye pas aussi pour les sorties scolaires, pour qu'ils aillent une semaine en vacances, en colonie, etc., pour les sortir. Il y a des tas de familles, des tas d'enfants qui n'ont jamais vu la mer. Ok, bon. Et ces gens-là, que leur pays n'a rien fait pour eux, hormis du coup de bâton parfois, et bien du coup, au lieu d'être de dire, franchement, on considère comme un individu, en France, tu t'inscris, que tu sois français ou étranger, tu as droit à certaines allocations. J'ai eu un bébé, j'ai droit aux allocations familiales. Eh bien non, ils vont toujours être dans le fait de dénigrer, toujours dénigrer, de ne pas être positif en disant « Tiens, franchement, j'ai de la chance. » Mais moi, j'ai une connaissance. Il est parti monter un petit peu de business aux États-Unis. Mais sa femme est revenue accoucher en France. 50 000 $ ou 50 000 € pour accoucher aux États-Unis dans une clinique. Et nous, on a des gens, ils viennent, ils font des tas d'enfants, etc. La société paye pour l'éducation de ses enfants et tout ce qu'on apprend à ses enfants, c'est à détester la France. Et comment on peut vivre ensemble si déjà ces gens, je répète, mordent la main qui leur donne à manger. Et ça, je ne comprends pas. Et moi qui ai rencontré des gens de l'ancienne génération, comme on disait, des vieux maghrébins, on disait ça des Chibani, des gens qui me disaient, mais moi quand je suis arrivé en 65, 70, j'ai pu donner à manger à mes enfants grâce à la France, parce qu'au bled, on ne me donnait rien. Pas de travail, tu n'avais rien à bouffer. Et je suis arrivé en France, j'ai travaillé normalement, et j'avais droit, j'avais 3, 4, 5 enfants, j'ai eu droit à un logement, à un HLM, et j'ai eu droit à des bourses et tout. Et certains, que je félicite, ont pu pousser leurs enfants à avoir au moins un BTS. L'un travaille à la SNCF, l'autre travaille dans une entreprise privée, mais heureusement, ils ont été poussés par leur famille pour s'accrocher et avoir, mais c'est des enfants maintenant qui ont certainement 30, 35 ans, ils ont pu s'accrocher et donc ils ont pu avoir un bagage et essayer d'avoir une place et s'insérer dans la société et de pouvoir avoir une famille, élever des enfants, etc., etc. Mais combien, et je pense de plus en plus dans les toutes petites générations qui sont là maintenant, mais c'est fini, quoi. Je veux dire, à part être chanteur de rap ou footballeur, il n'y a pas d'autre avenir. Attends, Coco, il faudra toujours des boulangers, il faudra toujours des bouchers, il faudra toujours… je ne sais pas quoi. Et là, il y a un gros problème d'éducation de toute façon. Je ne t'entends plus, tu es figé. Il y a un problème de liaison. Allô, allô? Ah, je suis tout seul. Ah bon? Si je suis tout seul sur la liaison, ça va m'aller. M'entends-tu? Bon, alors, je ne sais pas si je suis à l'antenne. Je vais en profiter pour revenir sur une chose. On ne se rend pas compte. Je vais revenir très rapidement sur l'histoire de l'océan Viking. L'État a mobilisé près de 600 personnes entre forces de sécurité intérieure, personnel de secours, de santé, personnel administratif, les collectivités locales, les associations, etc. Vous vous rendez compte le coût de ce dispositif? On a même fait mettre un véhicule émetteur pour que les gens puissent téléphoner à leur famille, etc., etc., etc. Donc, c'est quand même le coût de cette opération, tout ça pour rien. En fin de compte, on aurait laissé débarquer ces gens, se répartir dans la nature, eh bien, c'était pareil, voilà. On se trouve avec des mineurs qui sont partis sur la route. Alors, ils sont sous la protection de l'aide à l'enfance, mais du coup, on n'a pas le droit de s'opposer et des gamins de 14-15 ans
sans certainement connaissance de la langue française, se retrouvent sur les routes pour aller rejoindre une éventuelle famille, je ne sais plus, au Danemark ou en Allemagne. Donc, je voulais préciser ça parce que c'est quand même assez sidérant. Bon, où t'en es? Allô, allô, allô? Allô, allô? Y a-t-il quelqu'un? M'entends-tu? Ah, c'est dommage la liaison. Allô, allô? Ah là, c'est compliqué. Hein. Moi, je vais bien continuer tout seul, mais ça va être délicat. Et je ne sais pas qui m'entend d'ailleurs. Hello? Hello, hello? Personne ne laisse de message? Manifestez-vous? Je voudrais bien pas qu'on parle de l'international. Hello? Je vais essayer de changer de StreamWard. Tu m'entends? Oui, ça y est. Oui, j'ai eu un bug avec mon ordinateur. Donc, le temps que je le redémarre, je l'ai redémarré avec mon téléphone. Bon, vas-y, tu peux continuer. Je suis là. Oui, eh ben justement, est-ce que tu m'as entendu? Je parlais simplement de la situation. Je t'ai entendu. Donc, voilà. désolé. Non, mais c'est Désolé pas... pour les petits soucis. Donc, je suis là, t'inquiète. Vas-y, on peut continuer. Le temps que je redémarre mon ordinateur, il a bugué. Oui. Est-ce qu'éventuellement, on peut parler de l'actualité peut-être internationale? Vas-y. Bon, on a cette malheureuse guerre d'Ukraine. Ouais. Bon, il faut quand même se rappeler qu'il y avait les accords de Minsk, Minsk 1 et Minsk 2 en 2014, que la partie russophone et orthodoxe regardait du côté de Moscou, alors que la grosse partie de l'Ukraine, elle, est plutôt soit catholique, il y a quand même une grosse influence lituanienne et polonaise, voire même un tout petit peu par le bas, il y a un petit territoire issu de la Roumanie. C'est quand même un petit peu deux cultures différentes. Alors, il faut déjà savoir que le changement de régime, c'était quand même un coup d'État. Quand il y a eu cette révolution orange, c'était quand même largement financé un petit peu par la CIA et je veux dire, tout ce qui est OTAN et États-Unis ont toujours cherché à pousser, reculer et prendre pied dans tous les États périphériques de l'ancien bloc soviétique. Le cas de l'Ukraine, c'est quand même vraiment très, très particulier parce que c'est quand même un petit peu la terre d'origine des Russes, donc culturellement, c'est compliqué. Et on n'a rien dit, c'est-à-dire que depuis 2014, il y a eu, je crois, 9000 morts, des exactions horribles. Les gens qui étaient dans cette bande qu'on appelle le Donbass ne touchaient plus leur retraite. L'ancien président Poroshenko avait dit qu'il allait les mettre à genoux, il leur coupait l'eau, le gaz, l'électricité, et je vous dis, ils ne payaient plus les salaires ni les retraites. Enfin, les gens vivaient dans des caves. On a vu des vidéos tournées il y a déjà quelques années par la reporter Anne-Laure Bonnel, et on voyait bien, et ça datait, je crois, de... je pense pas 2015, mais bon, c'était quand même bien avant cette guerre, cette malencontreuse guerre, et les gens vivaient dans des conditions vraiment, dans des maisons délabrées, bombardées, etc., avec des milices qui arborent de gentilles croix, qu'on va dire celtiques, de jolis tatouages à la gloire de certains héros qui se sont illustrés par un parcours
contigu à celui des divisions Waffen-SS. Voilà, qu'on déplace, qu'il y a des manifestations. Comment dire, chaque année, on fête l'anniversaire du décès de certains de ces personnes qui ont collaboré avec les forces hitlériennes. Voilà. Bon, alors, dire qu'il y a un méchant et qu'il y a un gentil, non. Il faut savoir quand même que l'Ukraine, c'était l'un des pays les plus corrompus, qu'il y a énormément de trafic d'enfants, de laboratoires un peu bizarres. Il faut savoir aussi que pourquoi c'est intéressant l'Ukraine? Vous avez du matériel électroménager qui vient d'Ukraine. Mais l'Ukraine, c'est 250 € par mois, comme au bled. Donc, c'est l'Europe. On peut les faire entrer dans la communauté européenne et c'est tout bénéfice pour les multinationales. Parce que je n'aurai pas de droit de douane à payer, comme si je fais venir, par exemple, des articles de Chine, et les gens, je les paye au lance-pierre. Et donc, c'est très, très intéressant. On peut se rappeler aussi que le fils Biden et Biden, quand il était vice-président d'Obama, allaient fréquemment en Ukraine et ont beaucoup fait de business là-bas. Quand vous voyez, je crois que le fils Biden est vice-président d'une compagnie gazière ou pétrolière. Bon, sans blague, franchement. Voilà. Et puis, il faut arriver à comprendre que les États-Unis, c'est tout pour eux. Vous voyez bien que toutes les grosses entreprises françaises, plus ou moins souvent, sont en opposition avec les Américains. On l'a vu notamment pour l'aéronautique. Ils ont fait le forcing pour éviter que des gens comme Airbus puissent arriver à être dans le top 3 au niveau de l'aéronautique. Tout a été fait. On a, pour ainsi dire, coupé les ailes au Concorde. Ça faisait trop de bruit quand ils survolaient les États-Unis. Franchement, c'était simplement qu'eux n'avaient pas la réponse commerciale et on a tout fait par le biais d'associations écologiques anti-bruit pour que le Concorde finisse sa carrière très rapidement. On l'a vu avec les turbines Alstom, etc., etc. Grâce à la complicité de Macron, ils ont mis la main sur des fleurons. Donc, à la limite, on ne peut plus vendre une centrale nucléaire à un pays parce que si les États-Unis sont contre, et comme il y a des produits qui sont sous brevet américain ou fabriqués, sous-traités aux États-Unis, eh ben, ils mettent leur veto parce qu'ils ont leur loi particulière, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que si vous commercez, par exemple, avec l'Iran, qui va vous acheter certains produits manufacturés, ça va être payé en dollars. Du moment que c'est payé en dollars, eh ben, vous passez sur législation américaine. Et comme les États-Unis ont décidé de couper les pieds à l'Iran ou à d'autres pays, eh ben, du coup, c'est vous qui allez avoir les pires jugements. Je me souviens d'ailleurs que c'était un dirigeant d'Alstom qui s'est retrouvé 2 ans en prison aux États-Unis, un vice-président d'Alstom, il me semble, je ne sais plus son nom, il avait écrit un bouquin, il avait été complètement lâché par le gouvernement français. Et voilà, il y a toujours des pressions. La Société Générale, je crois, avait payé 4 milliards de pénalités parce qu'il y avait une opération qui s'était faite. Et voilà, donc ils ont leur droit à eux qui s'impose au droit mondial. Mais ils ont raison parce qu'eux, ce sont le camp du bien, vous comprenez? Donc, c'est l'hégémonie du monde. C'est les chevaliers du monde qui tuent des milliers de gens pour imposer la démocratie. Alors parfois, je me pose la question s'il y a un régime autoritaire mais qu'on se tient à carreau, mieux vaut vivre plutôt que d'être bombardé par les bombes américaines. Rappelez-vous, et ça c'est quand même un bel exemple, je pense au régime irakien, à Saddam Hussein, qui venait boire des canons dans le château avec Chirac, dans son château en Corrèze, à qui on vendait des Mirages et d'autres armements. Et c'était un ami de la France, bien entendu. Et puis bon, il y avait toujours des militaires de différents pays africains ou arabes qui ont fait leurs études dans des écoles militaires françaises, donc il y avait une certaine accointance. Et puis, on s'est servi de ce monsieur pour aller taper sur l'Iran, sur les mollahs iraniens, une guerre sanglante. Nous, on était derrière, on poussait, hein, parce que les religieux, on n'en voulait pas. Et
Donc, évidemment, bon, ça s'est mal fini, ça s'est fini sans vraiment une vraie victoire ni de l'un ni de l'autre, mais avec beaucoup de morts. Et puis, à un moment, il y a quand même les matières premières. Il y a ces pays arabes, plein de pétrole, plein de gaz. Et puis, à un moment, eh ben, le Saddam Hussein, on l'a lâché. Alors, déjà, on lui a dit, on a laissé sous-entendre qu'il pouvait aller s'occuper du Koweït. Donc, il y est allé, croyant qu'il avait l'accord, et puis en fin de compte, on en a profité pour lui tomber dessus. Et c'était donc la guerre du Golfe 1. Puis après quelques années, il y a un monsieur qui, aux Nations Unies, nous a dit il y a une petite fiole avec des armes chimiques dangereuses. Saddam Hussein en a plein, et on va, c'est dangereux et tout. Tout juste si c'était pas lui qui avait fait tomber les tours, là aussi, les tours à New York, les tours jumelles, les Twin Towers. Mais du coup, on est allé taper sur l'Irak en tuant, je crois. Enfin, déjà avant de les bombarder, on a fait un. C'est incroyable d'ailleurs. On a fait un blocus alimentaire. Des centaines de milliers d'enfants sont morts de faim parce qu'on avait bloqué toutes les arrivées de médicaments et d'aliments. Et puis ensuite, on est allé bombarder. On a déroulé des tapis de bombes incroyables, tuant des centaines de millions de milliers de personnes, pardon. Encore que, oui. Et voilà, mais nous, on avait le droit, c'était le camp du bien, et c'était pour imposer la démocratie. Rappelez-moi comment ça se passe en Irak actuellement. Alors évidemment, bien entendu, on a répété la même chose avec la Libye, parce que la Libye… Tu as un pays qui est beaucoup plus proche de chez nous, qui est en Europe aussi. Avant oui. l'Irak, c'était la Yougoslavie. Tout à fait, mais je vais y venir. Mais je fais un détour par la Libye, je veux dire, j'y pensais très très fort. Alors, voilà, ce que je veux dire par là, la Libye, alors il y avait un projet de Kadhafi qui était, bon, un dictateur un petit peu fou, mais où les gens vivaient bien, parce que les gens avaient un revenu. Un étudiant pouvait aller en France faire ses études, il touchait 20 000 euros par an, il avait une bourse, les gens, on leur donnait un logement, un appartement, jeunes mariés, je ne sais pas si on leur donnait une voiture, mais enfin bon, les gens vivaient relativement bien parce que c'était un régime dictatorial, bien sûr, il ne fallait pas dire des choses méchantes contre Kadhafi, mais je veux dire, il y avait des soins qui étaient assurés, il y avait, voilà, bon, il y avait un système d'État. Il y avait une présence de l'État et les gens, ça correspondait à leurs besoins essentiels. Parce que maintenant, ils ont plus rien, les pauvres. Et il avait une idée aussi de se dire, bon, les Américains sont bien gentils, mais avec leurs dollars, ils nous enquiquinent. Moi, j'ai envie. Il donnait beaucoup à des pays africains et j'ai envie de faire en sorte que le dollar soit un petit peu évacué et que les achats de pétrole se fassent en équivalent or, en reprenant les talons or. Vous pensez bien que si jamais le dollar n'est plus une monnaie internationale, l'économie américaine s'effondre parce qu'ils fabriquent. Hein. C'est comme vous, si vous avez chez vous 10 imprimantes et vous photocopiez toute la nuit des billets et la journée, vous passez le temps à dépenser cet argent, mais qui ne correspond à aucune contrepartie. C'est du papier. Et donc, du coup, il fallait dégommer Kadhafi, parce que Kadhafi, évidemment, s'il commençait à lancer son truc en disant j'accepte que vous me payiez en or et on ne passe plus par le dollar, ça posait de gros problèmes aux États-Unis. Voilà, ça c'est donc les interventions des gentils du camp du bien qui vient écraser les méchants. Je rappelle quand même que personne ne s'étonne également, avant de venir à l'Europe, que nous, on achète du pétrole, on ne veut plus en acheter à Poutine, mais on en achète à l'Arabie Saoudite. C'est quand même un pays qui est en train d'écraser le Yémen, où il y a déjà 400 000 morts. C'est ça. On affame ces gens. Alors bon, effectivement, il y a des histoires de tribus, il y a des histoires de religions, chiites, sunnites, etc., etc. Mais je veux dire, pourquoi ces gens-là ont le droit d'aller faire des guerres, d'aller exterminer des gens, et encore, ils ne sont même pas capables de venir à bout du Yémen, et nous, pourtant, on les aide, on leur envoie de l'armement, et c'est ça qui m'étonne, c'est toujours ce deux poids, deux mesures. Et alors, j'en viens, bien sûr, au cas de l'ex-Yougoslavie, malheureusement, où, comprenez une chose,
quand les Russes veulent récupérer le Donbass ou la Crimée, c'est très, très, très mal. Il ne faut surtout pas. C'est des méchants. Mais quand on veut donner l'autonomie au Kosovo ou à la partie des Albanais du Kosovo, c'est normal. Et quand les Serbes ne sont pas d'accord, on les bombarde. Il y a quand même eu, il me semble, 8 ou 9 000 morts en Serbie, qui a été bombardée par des centaines d'avions en 1999, il me semble. Mais on avait le droit. Comment? Un pays européen, tu t'amuses à bombarder un pays européen, à le démembrer, c'est incroyable. Et moi qui ai discuté avec des militaires, des généraux, qui sont maintenant généraux 2 étoiles, qui étaient dans les renseignements, qui étaient en Ukraine, qui étaient en Serbie, en Yougoslavie. Quand vous avez, comment dire, les échos du terrain, c'est pas la peine d'écouter la télé. Hein. La télé, c'est Walt Disney. Ça n'a rien à voir. On protégeait les musulmans contre des chrétiens. Et voilà, personne n'est blanc, hein, on est d'accord. Mais franchement, vous savez, c'est un peu, pour illustrer, pour ceux qui ont connu, c'est un petit peu comme la guerre d'Algérie, vous voyez. Et bien là, c'était pareil, malheureusement. Et c'était à quelques heures de la France. Je rappelle que l'État yougoslave, notamment la Serbie, a toujours été un allié fidèle de la France. Pour la guerre de 14, je ne sais pas comment ça s'est passé en 39, mais bon, il y avait une partie, plutôt parti communiste qui était allié, qui était pour la France. Mais vous voyez, et même Macron a reçu pour un 14 juillet le président serbe. Il l'a même pas mis dans la tribune d'honneur, je crois. Il y avait une histoire comme ça. C'était l'été dernier ou l'été d'avant? Il y a 2 ans. Et je crois que pour le peuple serbe, c'était une humiliation de plus. Oui. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, et je ne sais plus c'est laquelle, si c'était la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, une des deux, où en Europe, c'était le pays qui avait le plus de victimes. Je crois que c'est pendant la Première Guerre mondiale. La première, ils sont bien venus nous aider. Hein. Ouais, mais c'est le pays où où il y a eu plus de victimes. Donc, le président serbe, il avait dit, même lui, il l'a dit, que c'était une humiliation de plus pour lui, pour les anciens qui sont venus quand même libérer. Bien sûr. Et donc, non, voilà, c'est pour ça, moi, ça m'exaspère et c'est pour ça que je prends la parole. C'est cette histoire, je répète, c'est jamais blanc d'un côté, tout gentil, tout méchant de l'autre. Mais à un moment, quand même, on a des yeux pour voir. On voit bien qu'il y a des pays qui agressent. On leur dit rien parce que ce sont les États-Unis, parce que c'est l'OTAN, et que si l'autre côté, il fait un peu pareil, ah mais oui, eux, c'est des méchants, vous comprenez, voilà. Et ça m'énerve. Et les gens, ils sont là devant leur écran de télé et ils ont vraiment la mémoire courte et ils gobent tout ce qu'on leur dit. Ils n'ont aucune culture, aucune référence à l'histoire. Et voilà, ça c'est exaspérant, quoi. Et idem, je veux dire, on vient nous enquiquiner. Alors là, je fais un saut sur l'écologie et on va retrouver nos amis Yankees. Comment dire, on nous emmerde, on nous enquiquine. On veut nous faire acheter des voitures électriques et on nous dit de couper notre box parce qu'elle consomme du courant. Mais il y avait quelque part pas plus écologique que d'acheter du gaz russe. Parce que ça partait de là-bas, ça arrivait sous pression dans les gazoducs, les pipelines, etc., etc. Maintenant, on s'est retourné vers les États-Unis. Il n'y a pas de contrat signé à long terme, c'est-à-dire qu'ils peuvent couper le robinet quand ils veulent. Nous, en France, on a interdit l'extraction de ce qu'on appelle du gaz de schiste, donc parce que c'est hyper polluant. On utilise des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de litres d'eau potable, alors qu'on est en sécheresse. On fait filtrer ça à travers les roches et après pour traiter, pour recueillir donc le résidu qui va être gazier ou pétrole. Et eux, après,
Ils nous l'envoient par bateau. Alors, je ne dis pas la tête du bateau qui vous emmène le gaz qui va débarquer en France. C'est vendu, il me semble, 3 ou 4 fois plus cher que le gaz russe. Ça pollue parce qu'on traverse toutes les mers. On fait un trajet phénoménal. Qui est gagnant? Les États-Unis. Toujours les mêmes. Qui a toujours eu peur de l'alliance et de la collaboration commerciale de l'industrie allemande avec les matières premières russes? Il y avait déjà donc, comment ça s'appelait, Stream 1, Stream 2, les gazoducs, Oui. plus un qui passait par la mer. Alors, ce que peu de gens savent, c'est que jusqu'à encore peu de temps, le gaz russe, jusqu'à cet été, passait par l'Ukraine. L'Ukraine prélevait du gaz russe au passage, en pompait, gratos, et touchait une redevance, je crois, de 2 milliards par an pour le droit de passage, pour que ce gaz puisse aller en Allemagne et puis dans d'autres pays limitrophes. Donc, l'Ukraine était gagnante dans cette opération. Même après la guerre, il continuait à toucher de l'argent des Russes pour le passage du gaz. Mais les Américains ont toujours été, opposés, du temps de Donald Trump aussi, à le rajout d'un deuxième gazoduc, celui qui a explosé. Qu'est-ce qu'on a entendu comme connerie? Les Russes auraient fait exploser leur gazoduc? Non mais attendez, je rêve. Quel est leur intérêt? C'est simple. Dans la vie, posez-vous toujours une question. À qui ça profite? À qui profite le crime? Franchement, maintenant les Américains ont le monopole de l'approvisionnement en gaz avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. C'est-à-dire, vous avez supprimé carrément un concurrent en aidant à la création d'une guerre, en bien attiser le feu, les braises, en soufflant sur les braises, pardon. Et voilà. Donc, c'est eux qui sont gagnants parce qu'ils nous imposent leurs produits à eux et du jour au lendemain, ils peuvent dire « Ah oui, mais maintenant, vous comprenez, on a bien voulu vous aider, mais maintenant, c'est un peu compliqué, on n'en a déjà plus assez pour nous, etc., etc. » Et il est déjà prévu que des usines en Allemagne ferment pour éventuellement s'installer aux États-Unis pour la bonne raison que le coût de l'énergie est 4 ou 5 fois moins cher. Et quand vous avez des usines, ne serait-ce qu'en France, une usine qui s'appelle Dura, tu sais, qui fabrique les verres en Pyrex, Duralex. Ne pas confondre avec Durex. Hein. Oui. Duralex, les verres qu'on a connus dans notre enfance dans les cantines, des verres incassables, cette usine s'est arrêtée parce que le coût de chauffage pour justement fondre ce verre, mais c'est multiplié par 5 ou 10, et du coup, ça vaut plus le coup de fabriquer des gobelets. C'est pour ça que l'État va faire un prêt, mais qui dit prêt dit d'argent à rembourser. Donc voilà. Donc, je reviens à mon point de départ qui était donc les gazoducs. On a entendu plein d'énormités sur des choses comme ça. Et du coup, j'ai zappé. J'avais un dernier truc qui était comme les gazoducs. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Oui, pareil aussi. On allait déclarer la guerre, on allait bombarder la Pologne, et tout de suite, Zelensky a monté le truc pour vraiment que tout s'enchaîne, qu'on aille tous se taper dessus, alors qu'en ce moment, les Américains seraient plutôt un petit peu sur le retour, et Zelensky, au bout d'un moment, t'es bien gentil, mais… Et puis alors, vous savez, il faut savoir une chose, c'est que 70% de l'aide financière pour l'Ukraine est détournée. Donc, il en reste peu, et ça va dans les poches. Puis vous savez, je donne de l'argent, je fais voter par mon Parlement des aides pour l'Ukraine. Ça arrive en Ukraine, après on ne contrôle pas. Et puis les gentils Ukrainiens ou des régimes fantoches en Afrique, par exemple, eh ben, on vous envoie une partie dans une petite valise, et la valise, elle revient chez vous, et ça finance vos élections. Ça s'est vu avec des pays africains. C'est où ça va, quoi. Je me souviens avoir lu qui c'était? Chirac et… Comment il s'appelait son Premier ministre là, qui avait fait un beau discours à l'ONU? Villepin. Ils étaient en train de ranger les billets dans les tiroirs de la bibliothèque, dans le bureau à Chirac. Enfin, des trucs comme ça.
on ne connaît même pas 10% de ce qui se passe en haut et dans notre dos. Et voilà, c'est incroyable. Et qu'est-ce que j'ai lu il y a peu de temps? Que Sarkozy, pour avoir favorisé le Qatar, aurait touché 15 millions d'euros. Enfin, j'ai lu ça en passant, je ne me suis pas intéressé à l'affaire, mais j'ai vu un article comme ça en surfant. Voilà, il y a des choses, vous avez de l'influence, C'est ça. Vous faites payer pour l'influence que vous pouvez avoir, et puis on s'arrange. C'est humain, hein, on ne va pas se cacher. Mais à un moment, après, quand on vous parle des droits de l'homme, des droits de ci, des droits de ça, bon. Pour mémoire aussi, rappelez-vous que le budget de SOS Méditerranée, pour son bateau, on tourne aux alentours de 14. Alors, c'est très bizarre. Moi, j'ai vu du. Ah oui, c'est vrai, ça retombe pareil. Oui, j'avais vu du 500 000 euros par mois, et là, j'ai vu un article, 14 000 euros par jour, oui, ça se tient, avec des subventions de 100 000 euros de la ville de Paris. C'est beau ça. Paris, qui est déjà ruiné, donne 100 000 euros pour avoir encore plus de migrants dans ces rues qui dorment sur les trottoirs au milieu des rats. Non, mais c'est bon, quoi, je veux dire, il ne faut pas avoir fait bac plus 10 pour comprendre qu'on marche sur la tête. Un peu de bon sens. Voilà, après, c'est même pas une question de gauche, de droite, de centre, je suis blanc, je suis noir, je suis rouge, je suis jaune. Mais à un moment, on a des gens, on se relève les manches, on travaille tous, on a tous les mêmes besoins, on crée une famille, on a des enfants, on se fait du souci pour l'éducation de ses enfants, pour le travail qu'ils auront ou le chômage qu'ils auront. Voilà, après, c'est quelque chose de commun à toutes les races. Enfin, on nous dit qu'il n'y a plus de race, mais bon, à toutes les races ou à toutes les religions, si on veut. Mais à un moment, vous voyez bien que c'est complètement idiot. C'est complètement idiot. On fait venir des gens, on n'a déjà pas suffisamment d'argent. Alors, vous voyez le petit Français moyen, là, qui est vraiment au SMIC et tout, ah, il faut qu'il achète des lunettes. Ah ben Coco, tu as 200 euros de ta poche. D'accord. Et puis, alors, j'ai besoin d'une couronne. Ah ben oui, mais la couronne, on te donne 300 euros. Par contre, tu donnes 1000 euros de ta poche. OK? Et puis, ah, mais les migrants, ils ont droit à l'aide médicale d'État. Ils se font faire tout le dentier. Il n'y a pas de problème, c'est pris en charge. On fait de l'humanitaire. Et quand c'est qu'on va faire de l'humanitaire pour les Français? Ceux qui ont cotisé pendant des années et qui sont dans des passes difficiles, mais dont les parents, les grands-parents ont cotisé, ont travaillé 50 heures par semaine. Moi, quand j'ai commencé à travailler, en tant qu'étudiant, on travaillait encore le samedi matin. On faisait 45 heures. Moi, j'ai toujours connu mon père qui travaillait dans une grande société, qui travaillait à l'époque chez Berlier à Lyon, qui s'appelle maintenant Renault Véhicule Industriel, qui maintenant a été repris par Volvo, bien entendu, avec 10 fois moins de salariés. Il travaillait le samedi matin. Et maintenant, évidemment, on ne trouve plus personne d'ailleurs. Moi, je travaille dans des magasins spécialisés, voire des grandes surfaces. Mais pour trouver des gens qui vont travailler le samedi et le dimanche, il ne faut pas déconner quand même. Même payer double, ah ben non, hein, quand même. Je tiens mon samedi, ouais, mais enfin bon, tu choisis ou ton compte en banque ou ton samedi, hein, mais tu ne peux pas avoir les deux, malheureusement, c'est comme ça. Après, il faut se faire l'idée, hein, mais bon. Est-ce que je suis un vieux con? Non, mais bon, quand même. C'est dans la vie, je sais pas moi, à un moment, il faut creuser des sillons, il faut semer, et puis après, tu seras content puisque ça va pousser, tu vas récolter. Et là, tu te feras un petit peu de sous. Mais à un moment, il faut labourer, il faut se donner la peine. C'est ballot, hein, mais je pense que les gens, ils ont complètement perdu l'habitude de ça. Ça ne peut pas tomber tout seul du ciel. Mais bon. C'est clair. Donc, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. Donc, on va arriver à son terme. Je te laisse le mot de la fin. Là, tu me coinces, là. J'ai tellement dit de choses que je ne sais plus. Non, mais bon, voilà. Ce que je voudrais, c'est que les gens comprennent, donc déjà qu'ils viennent me voir sur l'actualité vue par Franck Muller, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu calme, je l'avoue. J'ai l'impression de prêcher un peu dans le désert. Je prêche des gens qui sont convaincus, mais j'en prêche pas des nouveaux. Mais enfin, réfléchissez, je veux dire, sortez de ce qu'on toujours on veut vous faire croire, etc. Vous voyez bien que on a une insécurité dans nos rues, on a des tas de gens désœuvrés qui
qui sont parfois malheureux, qui en viennent à avoir des substances, en plus qui sont un peu dérangés. C'est bizarre. Est-ce que vous avez vu le nombre de personnes issues d'une certaine immigration? Et ils sont toujours dérangés. Ils se baladent avec des couteaux, ils donnent des coups de couteau à tout le monde, ils agressent des chauffeurs de bus, etc., etc. Mais c'est bizarre, alors je ne sais pas, c'est le soleil qui leur a tapé sur la tête quand ils étaient enfants, et puis du coup, à un moment, ça se déclenche quand ils arrivent en France. Mais je veux dire, vous arrivez en France, déjà, vous êtes pris un peu en charge en France, même si vous n'avez pas de boulot, même si c'est délicat. Mais je me tiens tranquille quand même. Vous voyez, quand même, bon, je sais que si je suis malade, je peux aller me faire soigner, que j'ai toujours les restos du cœur, j'ai toujours un petit peu la soupe populaire, même si c'est la galère, hein. Mais là-bas, d'où je viens, en Afghanistan, en Éthiopie, c'est rien de rien. Tu crèves au bord de la route. Et là, en France, c'est pas évident. Mais on ne te laisse pas crever sur le trottoir. Enfin, presque pas. Ah si, quand tu crèves, c'est que tu prends des coups de couteau. Ou que des femmes se font agresser. Voilà. Alors moi, ce que je demande, c'est que les gens, ils prenez conscience, quoi, c'est tout. Après, c'est pas une question de supériorité de race et tout, on s'en balance. Moi, voilà, je vais terminer simplement par une chose. Vous savez, moi, tous les matins, je rentrais dans une usine, parce que j'avais une activité professionnelle qui faisait que j'allais chez des clients. Pour moi, il n'y avait pas de noir, ni de blanc, ni de jaune, ni de rouge. Il y avait des bleus. Non, ce n'était pas des schtroumpfs. Mais pour moi, un homme, il se lève le matin, il travaille pour élever sa famille, ses enfants, dans la dignité par le travail. Et pour moi, tous les gens, ils sont bleus. C'est-à-dire qu'ils sont au travail, ils sont enfilés leur bleu, ils sont mécanos, ils sont en train de faire des vidanges. Notamment, j'allais fréquemment dans une grande succursale automobile, un grand constructeur français. Voilà, je veux dire, effectivement, d'origine turque, d'origine kabyle, algérienne, marocaine, etc. Mais dans un premier temps, c'était un salarié qui travaillait pour nourrir sa femme et ses enfants, et c'était le point commun qui réunissait tout le monde. Tout le monde avait sa famille, était chargé de sa famille, et la même préoccupation, apporter du bien-être à sa famille, et avoir un toit, et avoir suffisamment de quoi les nourrir, et de quoi les élever, et de leur assurer peut-être une éducation dans le futur. C'est tout, c'est universel. C'est tout. Sur ce, ça y est, j'ai de nouveau un bug. C'est bon, je te voyais piger. Je suis encore là. Est-ce que je t'ai laissé suffisamment de questions à me poser là? Parce que oui, ça a été. Oui, si, ça a été. Donc, en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté donc mon invitation. Je remercie à tous les internautes de nous avoir suivis. Et puis, je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie encore. Je te dis à très bientôt. J'essaierai de refaire on essaiera de refaire un autre live. On va essayer de trouver un autre sujet qu'on puisse aborder. Et puis, je te dis à bientôt. Et donc, tu m'envoies le lien et je le discuterai, je le repartagerai. Yes, tu bouges pas. Bon, écoutez, merci à tous encore.